Les gens ont dit qu'il y a un problème qu'on n'a pas abordé quand on a parlé du secteur privé. C'est que le secteur privé aujourd'hui, ce n'est pas Madame Touré qui est femme d'affaires, ce n'est pas Monsieur Tel qui est homme d'affaires. Généralement, c'est des gens qui sont à la fois députés, qui sont ou bien ministres, ou bien... Donc, ils ont la primauté de l'information, ils ont accès aux investisseurs, ils ont des privilèges particuliers, et en plus, si on parle d'agriculture ou d'un certain nombre de choses, ils sont contre, parce qu'ils sont importateurs eux-mêmes. Donc, le député ou le ministre ou autre, nous, on le voit comme acteur public. On vient lui demander des réformes. Mais en réalité, lui-même, il n'est pas neutre. Lui-même a des intérêts à jouer. Donc, est-ce que, dans ce contexte-là, le dialogue public-privé, tel qu'on l'a pensé, est possible? Et ce n'était pas pour qu'on réponde, c'était juste pour dire, si on va le penser demain, le modèle de dialogue avec le G5 Sahel, on doit prendre en considération que le ministre qui est en face, là, ce n'est pas seulement un ministre. C'est un ministre qui a une société. Et c'est un ministre qui a une ONG aussi. Donc l'idée de dire que, on va dire que non, on va travailler avec les ONG, il a une ONG aussi. Donc il a tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc certains ont dit, Madame Touré, je pense, a donné l'idée qu'on ne peut pas changer le monde, mais il faut qu'on en parle. Il faut que les gens sentent que ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on continue à les pousser. D'accord? Je pense que Madame a dit, il faut formaliser l'informel parce qu'il faut que les gens compétissent. OK? Et puis bon, la redevabilité des élus, c'est un peu compliqué parce que quand tu es élu, tu es élu. Après, c'est les prochaines élections qu'il faut essayer de gérer. Ok, je donne à madame, après c'est à toi. Moi, quand même, je tiens vraiment à vous remercier personnellement, Monsieur Haroun, parce que c'est votre deuxième fois de m'inviter sur des problématiques de privés. Je vous assure que j'ignorais tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est côté privé, quoi, puisque j'ai fait toute ma vie, presque depuis 20 ans, dans la société civile. Je connais très bien la société civile. Je connais très bien c'est quoi les ONG. Mais depuis quelque temps, je me dis que la société civile, ici je fais un plaidoyer, si possible, de nous intégrer désormais dans vos programmes, puisque on ignore non seulement tout ce qui fait le secteur privé, mais aussi on ne sait pas aussi les grands projets que détient le public. Donc nous naviguons et nous flottons surtout. La société civile mauritanienne a été diabolisée, a été fissurée, a été ligotée par, moi je dirais tout le temps, Dolel Amira, par les soi-disant les détenteurs du pouvoir. Dans toutes les façons, moi je vais juste rebondir sur la question qui vous a été posée. Elle était tellement pertinente que je me suis retrouvée dans cette société civile étant parfois, quand nous faisons, quand il y a des appels d'offres, on se rend compte qu'il y a une société civile qui n'est jamais sur le terrain, qu'on n'a jamais vu et qui est là, qui prend les financements avant nous, qui se disent des experts de la société civile qui sont tout le temps sur le terrain. Moi, par exemple, c'est lui qui me connaît, il sait, il ne m'a jamais vu maquiller, ni me faire belle, parce que je me dis, vous ne pouvez pas être de la société civile sur le terrain et en même temps être belle ou se faire belle, puisque ça fait deux. C'est pas possible. Donc, si m'a poussé à faire des recherches, j'ai trouvé ce que je vous dis. Je vous parle de la Mauritanie qui est mon pays que je connais très bien. Je vous dis, rare est le ministre ou la ministre qui n'a pas son ONG ou sa femme ou sa sœur. Donc, il n'y a pas possible. Et en Mauritanie, la société civile est de 8000. Parfois, j'ai la chance d'être dans les colloques internationaux, surtout à Genève ou en Gambie, dans les sessions de droits de l'homme. Je vois quelques pays qui plaident pour les récépissés. Nous, on en donne gratuitement. C'était pour disloquer nos efforts. C'est pour faire de nous des ONG cartables, des ONG qui sont là, qui ne savent pas leurs droits et devoirs. Donc, Monsieur Harouna, pour vous dire que la Mauritanie, c'est un pays, tout est difficile de comprendre et de détecter ce qu'ils sont en train de faire, surtout les détenteurs du pouvoir. C'est eux, vous avez tout de suite parlé des aides au développement. Je voulais parler un peu aux aides au développement parce que je me trouve dans ça, mais on n'arrive pas à savoir en Mauritanie qui est donateur, qui va donner. Une fois, j'ai assisté à l'évaluation de l'Union européenne, ils ont dit qu'ils donnent 42% de leurs fonds au gouvernement, 18% à la société civile. Mais moi, je leur ai dit qu'ils ont fait la mauvaise cible. S'ils avaient inverti leur cible, peut-être qu'ils vont trouver l'impact positif sur le terrain. S'ils donnaient 45% à la société civile et 18% au gouvernement, ils vont aller voir. Depuis des années, ils parlent de l'éducation, ils parlent de la sécurité alimentaire, ils parlent de beaucoup de VBG et beaucoup de choses. Et on continue
on continue à avoir tous ces problèmes qui quand même. Aujourd'hui, je suis dans un projet. Ce projet est FHI. Je coordonne, je suis la coordinatrice du programme. Nous avons, c'est-à-dire, je reviens vers vous, l'autonomisation des jeunes. Mais je vous ai dit tout de suite que quand nous invitons les jeunes, on se retrouve avec des vieux. Parce qu'il y a le Wali qui va appeler, il y a le maire qui va appeler, il y a le directeur qui va appeler. On a ce problème-là qu'on doit plaider. Faire le plaidoyer et le dialogue qui va nous et dire la vérité. Les Mauritaniens ne disent pas la vérité, M. Haroun. Il faut qu'on se dise la vérité ou qu'on ose dire la vérité. Et surtout nous inviter toujours dans des colloques pareils. On me demande, je sais que c'est très passionnant, vous n'allez pas enlever au ministre la possibilité ou au député d'être business, mais vous allez juste vous défouler pour que vous vous sentez mieux ce soir. Moi, ça ne m'arrange pas. Moi, ça ne m'arrange pas. Non, mais le point clé, c'est que le dialogue public-privé que nous avons, nous l'aurons dans le contexte que nous avons dessiné. C'est-à-dire un environnement dans lequel qui est qui n'est pas très important. Pardon? Moi, je ne comprends pas les signes. Il faut qu'on me dise exactement les... Je suis de l'Est de la Mauritanie, on ne fait pas de signes, on crie. Si tu cries, je comprends ce que tu dis. Ok. Donc, mais on fait l'évaluation, c'est ça? Non, on va faire sans l'écran. On va juste, comme ce qu'on a fait avec... on va juste mettre l'ordinateur là et on va présenter. Ouais. Parce que c'est plus compliqué. Ok. Donc, vous savez, on a un deuxième panel qui va aborder plus en profondeur le dialogue public-privé, l'état du dialogue public-privé au G5 Sahel dans les différents pays. On a pris au hasard aussi quelques personnalités d'ici qu'on va amener au panel. Mais je pense, avant de faire ça, pour des raisons qui sont plutôt d'ordre technique, nous allons prendre un peu de temps pour partager avec vous l'évaluation. Hier, je pense, ma collègue Khadija, pour ceux qui viennent de l'étranger, elle vous a envoyé un email dans lequel il y avait un document qui est un document de synthèse. Boubou, tu peux te lever. Mais toi, pourquoi tu amènes avec toi un carton de papier comme ça? Oui, je ne comprends pas. Hein? Mais ça, c'est toute la République qui l'a soulevé avec lui. Donc je vous présente Monsieur Boubou Silla, professeur d'université, chercheur, mais aussi un élu. Oui, un élu, effectivement. Non, il n'est pas élu. Il est élu, mais pas d'ici. Donc, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Mais non, Boubou a travaillé en tant qu'expert sur l'évaluation externe. Donc, nous, on a fait, dans le cadre du travail qu'on fait, on est mandaté, et on pense que c'est une bonne chose, de faire régulièrement à des phases du projet des évaluations par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on a atteint, et surtout par rapport à la cible. Donc, il y a une introspection que nous faisons en interne et il y a une évaluation externe que nous faisons. Donc, nous avons eu la possibilité, donc, à un moment donné, lui, il est en plein dans son évaluation, de prendre quelques éléments de ce qu'il a fait, de ce qui ressort, même si son travail est encore en cours, et l'évaluation interne. Et on aimerait justement prendre quelques minutes pour vous présenter cette évaluation-là et demander à ceux qui sont avec nous depuis le début de nous dire de façon très claire. Et nous, vraiment, ce qu'on veut, ce n'est pas de dire effectivement c'est bien, Saïp est gentil. Non. Ce qu'on veut, c'est plutôt de nous dire franchement, là, vous devrez améliorer. Là, ce n'est plus pertinent par rapport à notre contexte. Vous savez, ce qui est frustrant, c'est quand le contexte change et qu'on continue à nous dire ce que vous faites, c'est bien. Parce que ce n'est pas possible. Si le contexte change, nous, on doit changer aussi. Donc, on a dessiné quelque chose que Hannah a montré ce matin. On a fait une évaluation externe et interne. Et je vais juste te mettre l'ordinateur là, comme ça tu peux suivre. Là, si tu veux d'ailleurs, comme ça tu peux parler devant. Et puis moi, je vais aussi présenter la partie interne. Ça te va? Ok. Laisse-moi prendre mon ordinateur. Vous savez c'est quoi la 1325?
Oui. Non, il y en a qui ne savent pas. Toutes les femmes savent, mais les autres ne savent pas. Ailani, c'est quoi la 1325? Non, c'est parce que je sais que les hommes ne savent pas. Il n'y a que Sidi Ali qui connaît, parce qu'il est en train de lutter pour avoir une autre résolution. De la polygamie. C'est pas la résolution pour l'application des formes de travail. Et la bébé, c'est quoi? C'est de l'application des jeunes. Tu vois? Est-ce que tu vois? Ok, non, voilà. Tu commences? Je commence. Ok. Très bien. Donc, donnez-nous quelques minutes avant la discussion pour qu'on vous présente ce qu'on va présenter. Donc, comme on a dit ce matin, vous me suivez? Bon, je pense que je vais déplacer les gars du Burkina là. Non, c'est... Les gars du Burkina sont des perturbateurs. Ils sont trois ensemble et ils nous perturbent. Non, je vous demande de nous donner... Tu confirmes? Ouais. Très bien. Allez, je vous demande donc une dizaine de minutes. On va présenter de manière synthétique. Et puis après, on pourra peut-être échanger là-dessus un petit peu. Mais de manière synthétique, donc, nous, on a dit aujourd'hui, on avait un programme qui a commencé en 2018, qui doit se terminer en 2024. Le programme, en fait, a été stratégiquement coupé en 3 phases. Il y a une première phase qui a été faite, une deuxième phase et une troisième phase qui démarre. Techniquement, elle démarre maintenant et elle finit en 2024. Donc, dans cette présentation, on va essayer de vous donner un peu le contexte de cette évaluation. Qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer exactement? Et après, on va regarder la synthèse du travail qui a été fait par le collègue sur l'évaluation externe. Comment il a évalué, qu'est-ce qu'il a trouvé, etc. Et aussi l'évaluation interne. Les méthodologies sont un peu différentes. Ça nous permet d'avoir des informations qui vont, quand on va les croiser, nous donner normalement des recommandations intéressantes. Donc, pour ce qui est du contexte, la phase 1 du projet, c'était 2018-2019. Cette phase-là, elle avait comme objectif de mettre en place une coalition des acteurs du secteur privé dans les différents pays du G5 Sahel, de les mettre en relation, d'essayer de créer une sorte de communauté d'affaires au niveau du G5 Sahel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était d'essayer de mettre en lien les acteurs de cette communauté avec le monde de la recherche scientifique. Vous vous rappelez, ce matin, lorsqu'elle parlait du projet, la crédibilisation du contenu doit impérativement passer par le lien entre la recherche scientifique, le monde universitaire, le monde académique et le monde des affaires. Donc, c'est vrai que le malade sent la douleur, il sait ce qui lui fait mal et où, mais le vrai diagnostic qui peut être fait a besoin de quelqu'un qui peut porter en fait les échantillons au laboratoire, qui peut les analyser et qui peut lui donner un certain nombre de pistes. Donc, ce n'est pas de la recherche scientifique isolée, c'est de la recherche scientifique intégrée. Ça veut dire qu'on travaille avec eux en posant les problèmes, en voyant les recommandations et en essayant de créer ce lien-là. Donc, le deuxième point, c'était vraiment le lien entre le monde de la recherche et le monde des affaires. Le troisième point, c'était de commencer à renforcer les capacités des structures patronales ou consulaires, c'est-à-dire les chambres de commerce, les patronats, les associations, pour en fait initier un plaidoyer. J'insiste beaucoup sur ça parce que le plaidoyer, ce n'est pas une revendication. Ce n'est pas du syndicalisme. Donc nous, notre approche dans cette première phase, c'était de sortir de cette idée du syndicalisme vers une idée de force de proposition. Ça veut dire que si le secteur privé dit à l'État, il y a un problème de taxes, c'est à vous de le diminuer, ça, c'est de la revendication. Si le secteur privé dit, nous, on a 10 problèmes, voilà les 10 problèmes, le ministre n'a qu'à se débrouiller, ça, c'est du syndicalisme. N'est-ce pas? Nous, ce qu'on voulait, c'est quoi? C'est qu'on est dans de la proposition. Nous, on dit, il y a un problème, on va voir s'il y a un centre de recherche, une université ou des académiciens, je ne sais pas si on dit ça, dans la zone.
On essaie de créer le lien entre eux et le secteur privé pour dire, nous, on a une douleur ici, on a un problème, on voudrait avoir des propositions. On discute de ces propositions-là et on va voir le ministre et on lui dit, il y a ce problème-là, c'est évident, voici les solutions, vous pouvez ne pas les faire, mais vous êtes obligé de ne pas laisser le statu quo. D'accord? Donc on est dans le dialogue, on est dans de la proposition, on n'est pas dans la revendication. Donc pour 2018-2019, l'objectif principal, c'était de faire ça. Ok? Vous vous rappelez, j'ai dit il y a 3 phases. La première phase a été faite, la deuxième, la troisième commence maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait dans la deuxième phase? Dans la deuxième phase, il y avait commencé en fait à bâtir un agenda d'affaires, c'est-à-dire des propositions du secteur privé qui peuvent être fournies aux acteurs décisionnels au sein des États individuels et à l'échelle régionale. Deuxième chose, c'était d'essayer maintenant de soutenir cette communauté d'affaires, des différentes organisations, pour qu'elles puissent commencer à voir qu'il y a un lien entre elles. Que Sidi Ali du Mali voit qu'il y a réellement une pertinence à ce qu'ils viennent discuter avec moi de la Mauritanie ou avec Hadi du Tchad. Qu'on voit qu'on a des problèmes qui sont communs, qu'on a des choses qu'on peut faire ensemble et que ce n'est pas seulement une coalition, comme on a dit ce matin, les partenaires veulent la créer pour mettre de l'argent. Non, c'est parce que ça fait du sens pour nous et que ça peut nous donner une opportunité pour résoudre nos problèmes. Et le dernier point, c'est de donner de la visibilité à cette communauté d'affaires avec les autres partenaires au développement. Nous, on sait qu'à SAIP, les fonds sont limités, l'activité est limitée. L'argent vrai, le vrai Wari, se trouve où? Il se trouve chez la Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'Union européenne, etc. Donc on n'a pas vocation à dire on va se substituer parce qu'on ne peut pas. Mais est-ce qu'on peut donner de la visibilité pour que les gens voient que ce qui est en train de se faire ici, dans cette communauté, doit attirer l'attention de ces gens-là pour qu'ils disent il y a des jeunes au niveau de la Mauritanie ou des femmes au niveau du Tchad qui sont en train de faire des choses. On a intérêt quand même à discuter avec eux si on veut faire telle ou telle chose. N'est-ce pas? Donc ça, c'était le schéma en fait des deux programmes, la phase 1, phase 2. Phase 3 consistera à mettre en œuvre de manière pérenne la plateforme de dialogue avec le G5 Sahel. Ça veut dire qu'on passe à une échelle où on est déjà constitué, on va commencer à discuter avec eux de façon régulière et on va commencer à faire des propositions. D'accord? Donc nous, on devait évaluer les 2 premières phases. Et on devait faire, chacun de nous, en tout cas dans nos présentations, on a une méthodologie différente. Mais principalement, on doit faire quoi? Un état des lieux. Qu'est-ce qui a été fait? Comment ça s'est fait? Deuxième chose, les apprentissages. Qu'est-ce qu'on peut tirer pour améliorer ce qui va venir? Et la troisième chose, c'est quelles recommandations on pourrait faire pour le SAIP, mais aussi pour la communauté d'affaires qui est en train de se créer. Vous voyez? Donc c'est ça un peu l'objectif des deux exercices d'évaluation qui ont été faits. Je vais donner la parole à Boubou, qui lui va présenter l'évaluation externe. Merci Haroun. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ah, ça, je le confirme. Venir parler après Haroun, c'est très difficile. Bon, moi, la première chose que je devais dire, c'est que par rapport au document que j'ai lu, par rapport à la discussion auquel j'ai assisté ici, j'aurais bien voulu être de l'autre côté, ne pas être évaluateur qui n'a rien à voir avec ça et qui essaye d'évaluer ce que vous avez fait depuis 2018. J'aurais bien voulu moi aussi être avec vous pour exactement avoir cette discussion aussi riche et avoir toutes ces personnes aussi riches qui sont très ambitieux pour leur pays. Malheureusement, c'est comme ça et c'est regrettable pour moi, mais c'est ça. Nous, pour ça, moi, je devrais faire une évaluation externe, c'est-à-dire que comme vous me voyez là pour la première fois et que je ne fais pas au courant de tout ce qui a été fait. Donc, je demande du matériel pour évaluer ce que vous avez fait depuis 2018 et qu'est-ce que ça a donné et quels sont les constats et quelles sont les recommandations. Bon, dans ce cadre-là, moi, la méthodologie que j'ai adoptée, c'est que je me suis inspiré de toute la documentation depuis 2018, tout ce qui est rapport,
tout ce qui est notamment projet, tout ce qui est étude qui a été faite dans chacun des pays et la synthèse des études qui ont été faites sur l'ensemble des pays, des 5 pays, et pour finir, pour voir ce qui a été dit, ce qui a été fait, et deuxièmement, qu'est-ce qui est sorti de ça, et quels sont les acteurs qui ont participé à tout ce travail-là. Et parmi ces acteurs, nous avons choisi dans chaque pays deux acteurs. Ces acteurs par pays ont été aussi diversifiés. Il n'y a pas eu seulement que les chambres de commerce, il n'y a pas eu seulement que le patronat, il n'y a pas eu seulement que les ONG. On a essayé d'élargir le panel pour que tout le monde puisse, qu'un échantillon de chaque acteur puisse participer aux entretiens, aux questions qui ont été envoyées, pour que nous ayons une vision globale et non pas une vision d'un seul acteur, même si c'est dans tous les pays. Bon, le cadre logique, c'est surtout voir quelle est la pertinence de l'appui de SAIP dans un contexte comme celui du G5 Sahel. Là, je crois que je ne vous apprends pas beaucoup de choses, je ne pourrais pas vous apprendre beaucoup de choses là-dessus, mais je suis sûr et certain que chacun de vous, j'espère que chacun de vous va se reconnaître dans ce qui a été dit, et quelle que soit la diversité de ce qui a été dit. Le deuxième point, c'est la pertinence passée et actuelle de la thématique du dialogue public-privé. Le peu de temps auquel j'ai assisté ici avec les discussions, ça me reconforte dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai écouté aussi par rapport dans ce que vos collègues qui ont été choisis ont dit. Ça me reconforte dans cette idée-là. Et en plus, la perception et l'efficacité de l'action entreprise et les biens qui ont réussi par rapport aux défis, et voire même ou les échecs par rapport à tout ce que vous avez fait. Et en fin de compte, les perspectives sur la base des attentes, vos attentes, et des parties prenantes, et les leçons qu'on peut tirer de tout ça, et pour voir la mise en œuvre de ce qui est sorti de toutes ces observations et la durabilité de l'action au niveau de l'action que vous avez menée. Bon, globalement, au niveau des extensions, comme je viens de vous dire, nous avons choisi dans chaque pays 2 acteurs. Et ces 2 acteurs ont été diversifiés pour avoir une vision globale de la chose. Alors, les constats. Moi, les constats que j'ai tirés par rapport aux documents que j'ai lus, par rapport au rapport que j'ai lu, par rapport au compte-rendu que j'ai lu, et par rapport au compte-rendu des entretiens ou bien des questions qui ont été posées, je ne trahis aucun secret en disant que tout le monde était d'accord sur le dialogue, tant au niveau national qu'au niveau régional. Il y avait une unanimité des acteurs que nous avons consultés, qui reste toujours en échantillon, mais qui regroupe quand même la majorité large, très 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 large. Donc tout le monde était d'accord sur ce point-là, que ce dialogue était vraiment nécessaire. Parce que d'ailleurs, quand j'écoute ma soeur tout à l'heure qui parlait avec autant d'enthousiasme, ça me reconforte vraiment, et avec autant de vérité, d'autant plus que je suis moi-même mauritanien. Même si j'essaie de prendre de la distance par rapport à mon objet, je suis quand même dedans. Et je confirme vraiment ce qu'elle a dit, et c'est ce qui ressort. Et on a l'impression que, en fait, le rêve de Nkrumah est en train de se réaliser. Même si on n'a pas pu faire un seul pays, j'ai l'impression que, en tout cas à travers ce que vous avez dit, à travers ce que j'ai lu, vous avez les mêmes problèmes, vous avez les mêmes difficultés, vous avez les mêmes freins, vous avez les mêmes espoirs, vous avez les mêmes attentes, et vous avez aussi envie de réaliser ces attentes ensemble. J'ai l'impression que tout ça, tous les 5 pays ensemble, on a l'impression que les gens passent tout leur temps à discuter ensemble, à parler ensemble. Et je
je trouve que certains, dans des entretiens, même dans des comptes rendus, j'ai l'impression que SAIP est venu à un moment où, quand on dit que quelqu'un qui en a trop sur le cœur de siffler, il va crier. Ce qui fait que, pour beaucoup d'entre vous, c'était la première fois où on réunissait, même dans un seul pays, on réunissait autant d'acteurs aussi diversifiés pour parler de nous. Je ne dis pas d'eux, je dis de nous. Et quand on élève un tout petit peu la loupe, on a l'impression que les gens passent tout leur temps à discuter entre eux, mais ça a permis de réunir tout ça et d'en faire un projet commun. C'est comme si on se retrouvait dans le désert et qu'on crie et qu'on a l'impression que personne ne nous entend et qu'avec SAIP, on s'est retrouvé qu'en fait, moi j'écris, personne ne m'entend, mais j'ai oublié que je suis une personne moi-même. Et que, à l'autre côté de la dune, ou de la colline, ou de la montagne, ou de la rivière, il y a quelqu'un qui a les mêmes problématiques que moi. Donc là-dessus, tout le monde était d'accord. Tous les participants ont apprécié le travail effectué par SAIP au niveau national, au niveau régional. Comme je l'ai dit et je le répète, la répétition est très pédagogique, me dira mon professeur Amadou, c'est que ils ont apprécié ce travail, pas non seulement ce qui en est sorti. Oui, ce qui en est sorti est vraiment très important. Mais c'est le point de départ même. Le fait de pouvoir parler. Parce que parfois, entendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Et le fait de savoir que le Mali a les mêmes problèmes. Le Tchad, ils ont le même problème. Mais moi, je croyais qu'en Mauritanie, j'étais seul. Vous voyez? Donc, ce qui fait que ce travail qui a été effectué par SAIP, c'est comme si vous aviez un diamant qui a explosé et que quelqu'un est venu, il a essayé de raccommoder tout et d'en faire un beau joyau. Donc, tout le monde, sans exception, un beau joyau, oui. Moi, je pense que la difficulté dans la vie n'est pas de connaître ces problèmes. Moi, je préfère aller voir un médecin qui me diagnostique ma maladie, comme ça je vais savoir comment le soigner, alors que je suis malade, je ne sais même pas de quoi je souffre. La difficulté, moi, je pense, dans la vie, ce n'est pas de découvrir les problèmes. Je pense qu'on est assez intelligent en connaissant nos problèmes, en mettant le doigt là-dessus, c'est comme ça qu'on peut trouver des solutions à ces problèmes. La difficulté en elle-même n'est pas très préoccupante. C'est de la découvrir qui est parfois plus compliqué que la difficulté elle-même. Dès lors où je sais la maladie dont je souffre, je peux trouver la solution. Venons maintenant au secteur privé. Comme disait ma sœur tout à l'heure, ça fait des années qu'elle est dans les ONG, qu'elle est dans tout ce qui est mouvement de société et sociétal. Elle ne s'est jamais rendue compte qu'elle pouvait avoir l'idée d'entreprendre. Elle peut, beaucoup d'entre vous, malheureusement je ne vous connais pas, et peut-être aussi heureusement, ce qui m'a permis de prendre de la distance et de pouvoir faire mes conclusions tout seul dans mon coin. Le secteur privé est la solution à beaucoup de problèmes. Personnellement, je vais me permettre une digression. J'ai parcouru beaucoup de pays. Parfois, on dit que la différence entre deux nations ou entre deux pays est le degré de démocratie. Mais moi, je pense que la situation est en train de changer, ou même a changé, ou même ça fait longtemps que ça a changé. C'est la capacité pour les hommes et les femmes de pouvoir trouver un emploi qui peut leur permettre d'avoir une conscience qui leur permet de penser comment ceci est fait. Le déficit même de démocratie dans nos pays est
parfois parce que moi, si aujourd'hui, je suis éleveur, ou je suis agriculteur, ou je suis manœuvre, ma priorité est le pain quotidien. Si je ne travaille pas, je ne peux pas me permettre, et ma conscience ne me permettrait même pas, ça n'arriverait même pas à l'idée de me dire qu'est-ce que c'est que la démocratie, comment on peut voter, comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela. Bon, malheureusement ou heureusement, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, des élections en Europe et en Amérique. Le taux d'abstention, quand on le regarde souvent, est plus dans la catégorie des chômeurs que dans la catégorie des gens qui travaillent. Soit ils sont révoltés parce qu'ils disent ouais, c'est à cause des politiques que moi je ne trouve pas de travail, du coup je ne vais pas voter pour personne, ou bien je suis tellement occupé à chercher du travail, à trouver mon pain quotidien, ça c'est pas pour moi. Ce qui fait que la solution pour vous tous, en tout cas pour les 90%, la création de la richesse, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, qu'on ait lu Keynes ou pas, qu'on ait lu des doctrines ou des théories économiques, on sait que la création de la richesse ne peut venir que par la création de l'emploi. Et malheureusement dans nos pays, c'est ce qu'on partage aussi ensemble au G5 Sahel, c'est que l'État ne peut pas tout créer. Et je m'étrangle moi-même en disant ça. Haroun va rigoler parce qu'il sait que je suis d'obédience socialiste qui dit l'État. Mais j'avais moi-même écrit un article là-dessus il y a 4 ou 5 ans que l'État ne peut pas tout faire. Il n'y a que par l'entrepreneuriat, par la création de l'emploi, par l'entreprise privée. Regardez dans tous ces pays développés aujourd'hui, regardez le nombre d'emplois dans le privé et le nombre d'emplois dans le public, vous allez voir que l'État ne peut pas tout créer. Donc, l'emploi est gage de stabilité. Maintenant, je ne veux pas être trop long, mais une fois qu'on a dit ça, revenons aux recommandations qui ont été tirées de l'ensemble des documents que je vous ai cités tout à l'heure. D'abord, le premier point, bon, il y a une dizaine de points, mais qu'on a concentré et qu'on a résumé en 5 points parce que le rapport va être beaucoup plus ample là-dessus. C'est la mise en œuvre du travail à l'échelle des pays, de l'ensemble des pays et au niveau régional et accélérer la cadence. Moi, je n'étais pas là. Hein. Depuis 2018, à peine que j'ai entendu parler de SAIP avant qu'on me demande de faire cette évaluation-là. Donc, non seulement que les gens ont apprécié ce qui a été fait. D'ailleurs, quand je lis certaines interviews ou certains entretiens ou certains comptes rendus, les gens nous disent, oui, c'est très bien, on a apprécié le travail de SAIP. Mais même dans notre pays, que ce soit au Burkina ou au Mali, ou au Tchad ou au Niger, on aurait bien voulu que ça soit un peu plus élargi. A fortiori sur le G5 Sahel. Et d'ailleurs, il y a certains, ça m'a fait rire parce que moi, c'était mon dada. Franchement, je l'ai soutenu tant en Union européenne qu'aux autres partenaires. Certains ont demandé, mais pourquoi pas le Sénégal? Ils ont les mêmes problèmes. Ce n'est pas une digression que je fais par moi-même. Hein. C'est quelque chose qui est sorti dans les comptes rendus. Pourquoi pas le Sénégal? Bon, je comprends bien. Peut-être le Tchad dira, peut-être pas le Tchad, mais les Mauritaniens, les Maliens. Il suffit quand il fait au mois de mai-juin, moi qui habite au bord du fleuve, les gens parfois ils traversent à pied entre les deux pays, font les affaires, vendent des animaux, parlent, discutent. Il y a tellement d'échanges qui font que, mais on le fait déjà officieusement. Pourquoi on ne peut pas mieux s'organiser? D'autant plus que moi, depuis le début du G5 Sahel, j'étais un militant, vraiment, et je l'ai crié très fort auprès des représentations diplomatiques ici, que je côtoie beaucoup parce que je suis élu de la France en Mauritanie. Et je leur ai toujours dit,
on ne peut pas laisser le Sénégal en dehors du G5 Sahel. Et c'est quelque chose que je suis très militant là-dessus. Ça, c'est juste à part. Donc, ce qui est sorti, le premier point qui est sorti, c'est de dire, à l'intérieur de chaque pays, essayer d'élargir. Et élargir aussi au niveau sous-régional. Et accélérer la cadence. C'est ce qui est sorti. Deuxième point, c'est soutenir financièrement et techniquement l'opéralisation du dispositif de dialogue public-privé du G5 Sahel et la mise en place d'une stratégie de continuité post-programme de SAIP. Donc, soutenir non seulement techniquement, mais aussi financièrement, pour qu'il y ait une continuité après. Mais de toute façon, je crois que nos pouvoirs publics, que ce soit au niveau ministériel, que ce soit au secrétariat exécutif, moi, par rapport à ce que j'ai lu, et je crois beaucoup à l'action collective, je crois que là, maintenant, ils n'ont plus le choix, sincèrement. Ils n'ont plus le choix. Ce que SAIP a fait, c'est une boîte de Pandore qui a été ouverte d'une manière positive, qui va mettre nos responsables devant, pour ne pas faire de violence, devant leurs responsabilités. Et ce qui est fait que vous qui représentez ce peuple dans différents pays, il y a eu une prise de conscience à quelque chose peut-être malheureux. Je me dirais, merde, il a fallu qu'il y ait une insécurité à ce niveau-là pour qu'on prenne conscience qu'à l'intérieur, il faut qu'on discute ensemble, quitte à se disputer. Il faut qu'on parle ensemble parce qu'on a le même problème et qu'on voit que au Sénégal, au Mali, au Niger, au Tchad, en Mauritanie, on a les mêmes problèmes et donc vous êtes devenus les ambassadeurs en fait quelque sorte qui vont faire dire en fait on a intérêt à se regrouper. L'autre point, c'est intégrer le secteur privé dans l'agenda du sommet des chefs d'État annuellement pour le G5 Sahel. Je crois que cette revendication est sortie très fortement. Actuellement, il y a la COP 27. Et quand il y a le G20, je me dis, en fait, le G20, moi, quand j'étais étudiant, beaucoup plus jeune que ça, j'ai assisté, mais pas dans les manifestations violentes, hein, pas du tout. Bon, je manifestais quand même. La société civile, les ONG, les associations, quand on me dit qu'aujourd'hui, qu'à Caire, il y a 40 000 personnes, je suis sûr et certain que les 80%, ce sont des gens comme vous. Et c'est cette pression qui amène aux décideurs, parfois, sans le vouloir, de prendre des décisions en disant il faut écouter ce qui se dit dehors. Moi, je vous incite à rien du tout, mais suivez mon regard. Donc, en fait, ce secteur privé, qui n'est pas seulement les chambres de commerce ou les patronats, mais c'est vous aussi, comme disait tout à l'heure ma soeur. C'est de mettre la pression tant au niveau de vos pays qu'au niveau régional pour que ce côté-là, le secteur privé soit pris en considération. Je vois que lui il veut me virer. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai fini. J'ai pas fini, ouais. Tu veux que je finisse, oui. Il voulait que je finisse. Il voulait que je finisse, mais je ne vais pas lui donner le micro. Maintenant, moi je viens au point final quelle est la prochaine étape. Ce qui est sorti de ce que vous avez dit, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris en tout cas. Continuez à travailler avec SAIP. Continuez avec... moi, je ne suis pas avocat de SAIP. Hein. Je peux vous dire, je vous le dis et je vous le répète jusqu'à vous énerver. SAIP, je n'ai jamais entendu. De temps en temps, comme je suis avec lui, il me prenait la tête tout le temps avec
parce que je n'arrivais pas à le voir. Oui, ça. Voilà, bon, voilà, tu vois, franchement. Continuez avec ça. Parce que, pourquoi? Parce que ça a libéré d'abord la parole. Ça a permis les gens de se retrouver. Ça a permis les gens de savoir qu'ils ont les mêmes préoccupations, qu'ils ont les mêmes problèmes, qu'ils ont les mêmes attentes. Et qu'ensemble, ils peuvent vraiment faire bouger les lignes. Donc, ce début-là, cette dynamique, beaucoup d'entre vous ne veulent pas la casser. Parce qu'il faut un dénominateur commun qui permet de réunir tout ce petit monde-là. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire tous, voulez continuer avec SAIP. Vous voulez cette locomotive qui va tirer les 250 wagons du train de la Mauritanie. Parce que sans cette locomotive, le wagon du je parlais, voilà. Ouais, non. Qui pourront, ça moi, quand je lis ça, je dis, pourquoi j'ai jamais été au courant de ce truc? Donc, pourquoi continuer avec eux? C'est pour pouvoir s'accrocher à cette locomotive qui va tirer tout le G5 Sahel, même si chacun dans son pays, quand même, voudrait continuer ce travail-là et ce travail en commun. Maintenant, pourquoi continuer ensemble? C'est pour aller vers maintenant des projets concrets. On s'est rencontrés. On a su tout ce qu'on devait savoir. On a parlé, on a discuté. Maintenant, on veut s'arrêter pour faire des projets concrets. C'est ce qui est sorti. Et ça, nous voulons l'accompagnement, le suivi de SAIP, compte tenu de ses connaissances dans ce milieu-là et compte tenu d'où on est parti. Bon, je vais te faire plaisir parce que je vais finir. Voilà. Mais, en disant ça, vous n'avez pas oublié une chose, ou même deux choses, et qui sont, depuis toutes les théories économiques le prouvent, hein, sachant que je ne suis pas économique, plutôt socio-psychologue, et les TPE et les PME. Quand on dit création d'entreprise ou création d'emplois, ce n'est pas les grosses entreprises qui créent de l'emploi. Ça, je ne trahis personne et je ne révèle pas en secret que ce sont les petites et les moyennes entreprises qui créent de l'emploi, surtout en Afrique. Donc, soutenir ces structures de TPE et de PME. Et la dynamique, aujourd'hui, n'est pas chez nous les vieux, mâles, bien installés, mais les femmes et les jeunes. Ça a été très spécifié là-dedans. Et en lisant les documents à chaque fois, j'avais l'impression que les gens n'arrêtaient pas de parler. Ou bien ce qu'ils ont dit ensemble par l'intermédiaire et grâce à SAIP leur a permis de prendre une conscience, d'avoir une conscience collective. Voilà, chers amis, chers sœurs, frères, moi, personnellement, c'était vraiment un plaisir de lire tous ces documents indépendamment du boulot que j'ai fait. Et franchement, voilà les points qui sont sortis de cette évaluation qui vont être beaucoup plus détaillés dans le rapport et je vous remercie. C'est pas fini, il reste l'évaluation interne. Donc je vais prendre 2 slides, mais je vais quand même vous dire un petit quelque chose qui va faire plaisir à mon ami. Moi, je viens de l'Est de la Mauritanie. À l'Est de la Mauritanie, on a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas plus honnête, qu'une vieille dame soninké. Soninké, c'est eux. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. On dit ça dans notre village, on dit ça et on entend ça. Un jour, j'ai demandé à mon grand-père. Je lui ai dit, mais pourquoi on dit une vieille femme soninké, on ne dit pas vieille peule ou vieille mort? Il me dit, je ne vais pas t'expliquer pourquoi peul ou mort, ça c'est autre chose. Mais pour les soninké, je vais t'expliquer. Un, c'est des sédentaires. Ça veut dire que si elle te ment, tu vas revenir la trouver.
Deuxième chose, c'est une vieille. Elle ne partira pas loin. Donc, si c'est une soninké sédentaire, et si elle est vieille, donc elle ne va pas bouger, il y a très peu de chances qu'elle te mente. Parce que tu vas revenir. Je lui dis, mais pour les peuls et pour les morts. Il dit, en tout cas, pour le mort, s'il te ment, il est parti. Tu ne vas plus le retrouver. Donc, si tu veux trouver quelqu'un qui dit la vérité, généralement, il faut trouver un sédentaire et généralement quelqu'un qui est vieux. Donc, on a un sédentaire qui est vieux. Et ça marche. Bon, pour l'évaluation, on a forcé la main à M. Silla pour venir un peu nous présenter ça parce qu'il n'a pas fini son travail. Il est encore en train de faire la revue documentaire, mais on a trouvé que c'était important qu'il commence déjà à nous donner les premiers éléments parce qu'on a trouvé que cette opportunité ne viendra pas vite et qu'il était important qu'on discute avec vous de ça. Donc nous, pour l'évaluation interne, on n'a pas fait le même schéma. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé regarder le cadre logique du projet en tant que tel et nous ne sommes pas allés aussi regarder les documents. Notre objectif a été plutôt d'aller vers les membres de la coalition, d'avoir plutôt une perception de ces personnes-là et de comparer ça aux objectifs, par exemple, qu'avait cité Hannah ce matin. C'est-à-dire pour savoir où on en est par rapport à la cible. Et donc, on n'est plus dans un regard de est-ce que ce qui a été fait correspond à ce qui a été écrit, mais plutôt de dire est-ce que ce qu'on avait mis comme objectif est encore atteignable ou pas. Et je vais être très franc avec vous. Dans la partie 1, c'est-à-dire 2018-2019, on a trouvé que le retour qu'on a reçu de l'évaluation était très positif. Parce que notre objectif était de créer une sorte de communauté, d'essayer de renforcer un peu les capacités des différents acteurs et de commencer en fait à voir quel est le cadre dans lequel on peut engager le G5 Sahel. Le G5 Sahel a eu une initiative volontaire de sa part d'aller vers un protocole d'accord. La coalition a été mise en place et un site web et un certain nombre d'interactions. Donc on a trouvé que nous sommes allés un peu plus loin et que même les résultats indirects, par exemple avec le G5 Sahel, ils ont réussi à avoir l'union des chambres de commerce, l'union des patronats, la plateforme des femmes, la coordination des jeunes. Donc il y a déjà des ingrédients de la communauté, des fois indépendants de ce que nous faisons, qui se sont mis en place. Donc si on compare à ce qu'on voulait, on se dit on a assez bien bougé. Par contre, la deuxième phase du projet, elle a peut-être été moins efficace. Bon, nous on peut trouver des excuses. On peut dire qu'il y avait le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a les coups d'État au Mali, il y a le coup d'État au Burkina, l'autre coup d'État au Mali. Non, pardon, c'est le coup d'État au Burkina la deuxième fois. J'avais oublié. Non, on peut trouver des excuses, mais en réalité, au fond, ce qui s'est passé, c'est que la dynamique a commencé à souffrir d'un peu d'énergie, dans le sens où on a voulu introduire les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs, et derrière, beaucoup de ces organisations n'étaient pas entièrement structurées, et que pour nos partenaires, il était important que le dialogue soit inclusif. Donc c'est là où on est allé voir les Almami Diagana, nous sommes allés voir la présidente du réseau des femmes, nous sommes allés voir, parce qu'au-delà de la plateforme des femmes, qui regroupe des organisations de la société civile qui sont extrêmement pertinentes et importantes, l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat des jeunes reste encore organisé de manière très officieuse. Et c'est difficile de prendre ce secteur et de l'intégrer avec toutes les problématiques de l'informalité derrière. C'est-à-dire que si j'amène Madame Touré, je n'ai pas de problème. C'est la présidente du réseau des femmes opératrices du Mali. Mais si je prenais une autre femme qui est présidente des coopératives du Nord Mali ou je ne sais pas quoi, si les gens disent nous on n'a jamais eu d'élection, il n'y a jamais une structure qui a été créée comme ça, pourquoi est-ce que tu prends une dame qui est Touareg ou bien qui est arabe comme toi? C'est parce qu'il y a du favoritisme. Vous voyez? Donc on a eu le problème de trouver quelle association féminine qui travaille sur l'entrepreneuriat, qui représente des entrepreneurs, on pourrait intégrer. Et ça nous a pris un peu de temps. On est allé jusqu'à prendre des organisations comme par exemple le COGEFIL au Niger, qui est le conseil des jeunes filles leaders du Niger, parce qu'ils ont une composante sur l'autonomisation des femmes. Ce n'est pas leur vocation première.
Ce n'est pas l'entrepreneuriat féminin qui est leur vocation. Mais on s'est dit c'est important d'intégrer ces organisations pour qu'on ait plus de femmes, pour qu'on ait plus de jeunes et qu'on commence à créer cette communauté qu'on voulait. Donc, sur la deuxième partie, il y a eu effectivement un petit retard qui s'est senti dans la perception qu'on a collectée. Des gens qui ont dit, mais est-ce que la coalition même, elle vit toujours? Nous, on ne s'est pas vu depuis, on n'a pas discuté, ou bien la dernière réunion du G5, ils n'ont pas parlé du tout de telle ou telle chose. Il faut dire que le G5, et ça c'est un hommage que je rends aux collègues du G5, lorsqu'on a commencé, les premières recommandations qui ont été faites sont allées au Conseil des ministres du G5 Sahel. Donc c'est-à-dire qu'on a eu une très très bonne dynamique parce que les gens voulaient voir qu'est-ce que le secteur privé avait à offrir. Après nous, on a eu un petit ratement, on n'a pas proposé, on n'a pas fait des choses et donc ça a créé aussi chez eux une certaine attente. Qu'est-ce que vous vous rencontrez, vous parlez, vous proposez des choses sur comment vous allez vous organiser, mais il n'y a rien encore qui sort pour l'agenda des chefs d'État. Donc là, nous sommes dans une dynamique de la troisième phase qui veut que, on doit accompagner la mise en place de ce cadre de dialogue, mais on doit immédiatement trouver le moyen de nous organiser pour mettre sur la table des propositions. Pour mettre sur la table des propositions, parce que c'est ça qui va valoriser en fait la coalition. Elle ne vivra que dans sa pertinence par rapport au schéma. Mais nous-mêmes nous rencontrer, savoir comment on va s'organiser, qui va représenter qui, etc., c'est des procédures qui ne sont pas l'objectif réel de l'activité. D'accord? Donc on a besoin de passer à ça. Alors en termes de recommandations, il y a des recommandations qui recoupent ce que mon collègue a dit, recommandations par rapport à la mise à l'échelle, accélérer les choses, faire plus, etc. Mais on a aussi un peu plus sur le soutien aux associations. On a commencé en fait à travailler un peu sur ça. Beaucoup d'organisations nous disent, écoutez Saïb, c'est bien, vous voulez nous accompagner, c'est une bonne chose, mais nous-mêmes on connaît nos gens. Pourquoi vous nous laissez pas nous organiser notre activité et vous venez en fait soutenir l'activité au lieu de nous inscrire dans une activité nationale. L'Union des jeunes entrepreneurs de Mauritanie a organisé un colloque ici, d'ailleurs dans cette salle, non, avec des responsables de l'État mauritanien sur les problématiques des jeunes entrepreneurs. Ce n'est pas nous qui l'avons organisé, c'est eux qui l'ont organisé. Nous, on était juste une sorte de sponsor de cet événement qui a donné de très bons résultats. La même chose pour le club des entrepreneurs de Mauritanie. La même chose pour quoi d'autre, un autre, le nom m'échappe, au Burkina. Et on a eu le Tchad avec Aya Tchad. Et on est, Inch'Allah, avec le Mali bientôt pour le réseau des femmes. Ce sont des activités en fait qui ont été demandées. Il faut soutenir les initiatives des organisations locales qui peuvent, elles, tirer les autres vers elles. Vous voyez? Et donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti en disant, n'attendez pas que toutes les femmes se réunissent. Laissez Madame Touré essayer de récupérer les femmes. Elle est beaucoup plus apte de faire ça que vous avec votre patronat et chambre de commerce. Elle connaît le terrain et ça prendra le temps, mais ça se fera. L'autre chose qui était importante, c'était le travail sur la visibilité. Il était apprécié, je pense que c'est ce qui est revenu dans le travail de Boubou, il était apprécié que Saïb a invité l'Alliance Sahel, a invité la BAD, a invité l'ONU Femmes. On a eu des rencontres avec eux pour justement montrer ce que cette coalition fait. Mais je pense que la frustration aussi maintenant, c'est que ces organisations font des projets pour les femmes, pour les jeunes. Ils sont venus à nos événements. Qu'est-ce qui a changé dans leur façon de faire les choses? Vous voyez? Par exemple, la BAD a un fonds qui s'appelle le FEWA, c'est ça? C'est revenu dans l'une des discussions. Le FEWA, c'est un fonds de garantie pour les femmes entrepreneurs. Il est très peu actif au niveau du Sahel. Et on a eu 2 fois des discussions avec la BAD. Ils étaient très impliqués, très intéressés. Mais la question qui est revenue, c'est qu'est-ce qui a changé? D'accord, on est plus visible, ils veulent travailler avec nous, mais jusqu'à présent, c'est rien. Et c'est de là, ça rejoint ce que Boubou disait, c'est que les gens en fait disent, il faut du concret maintenant. Il faut qu'on puisse faire une proposition ou deux qui aboutissent à quelque chose qu'on peut dire ça. C'est quelque chose qu'on a fait à travers cette coalition et qui a donné ces résultats-là.
Et ce n'est pas seulement des propositions, c'est du concret. Un financement pour les femmes, une activité comment on appelle ça, de commerce transfrontalier, quelque chose qui a réellement du concret sur l'entrepreneuriat et sur les entrepreneurs. Bon, donc je m'arrête là. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Je prends 2-3 réactions, questions, et puis après on va prendre le panel parce qu'il faut qu'on se repose un petit peu, c'est ça? On fait les closing remarks et on se repose un petit peu de cette journée un petit peu chargée. Et demain, pour ne pas que j'oublie, demain, on a la même chose le matin avec quelques personnalités. Dès que le travail est fini avec les personnalités, en fait, on a 2 grands schémas qui ressortent de ce qu'on a dit là, sur comment on s'organise pour le plaidoyer. On va diviser l'équipe en 2, on va avoir des travaux de groupe, et on espère que ce travail-là va donner le modèle de dispositif que nous voulons, et qu'est-ce qu'on attend de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on attend de SAIP, et qu'est-ce qu'on attend du G5 Sahel. Et que ce soit quelque chose qu'on peut délivrer aux différentes parties. Moi, je le livrerai au SAIP, je le livrerai à Amadou Sall pour le G5 Sahel, et je le livrerai à la coalition qui est là pour dire attention, ne nous mettez pas responsables si vous ne faites pas ce que vous avez dit que vous allez faire. Et comme ça, on rentre dans une bonne dynamique. Ok, 2-3 commentaires et après on avance. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'ai noté que vous avez 2 points. Créer une communauté d'affaires et faire des propositions avec la société académique. Pour la communauté d'affaires, moi je m'attendais quand même à vous me faites un bilan de quelque chose de concret, un certain nombre d'études que vous avez fait avec des universités de la région, du Sahel, ou bien des études que vous avez fait pour résoudre un certain nombre de problèmes posés aux entrepreneurs du Sahel. Je m'attends par exemple à ce que vous créiez par exemple au moins un site internet pour les opportunités d'affaires qui se font, qui existent au niveau du Sahel, pour que par exemple l'entrepreneur de Burkina peut postuler à une opportunité en Mauritanie ou bien le contraire. Pour le deuxième point, faire des propositions en partenariat avec le monde académique, ça aussi, je m'attendais à ce qu'on aille après l'accès à vos études, à des études que vous avez faites pour qu'on puisse améliorer nos connaissances et les informations sur le monde des affaires dans le Sahel. Je propose qu'on crée un groupe WhatsApp pour garder le contact après et pour peut-être améliorer, pour qu'on puisse savoir ce qui se passe au niveau du SAIP après. Parce que je ne vous cache pas que c'est hier soir que j'ai appris qu'il y a le SAIP. Au moins tu as appris. Alors, non, il y a 2-3 choses qui ont été citées pour lesquelles on a une réponse. Il y en a pour lesquelles on n'a pas de réponse, parce que c'est important aussi que chacun, comme disait quelqu'un ce matin, sait quel mouton il doit garder et quels sont les moutons qui lui appartiennent. Alors, par rapport aux études, je t'informe et je me ferai le plaisir de te passer. On a un site. Sur le site, tout ce qui a été fait, même les rencontres dans le couloir, il y a un rapport qui est écrit, il est publié sur le site. Même l'activité qui est là aujourd'hui, il y a l'annonce de cette activité il y a 1 mois, il y a l'annonce il y a 1 semaine, et je suis sûr qu'à la fin de 2 jours là, tu trouveras les photos, les vidéos, etc. sur ce site. Alors, c'est pas seulement ce que nous faisons. Je viens. Les études qui ont été faites, que j'ai citées au départ, avec les centres de recherche des 5 pays, sont sur le site. D'accord? Ça veut dire que toutes les études sont sur le site. Nous, on accompagne pour qu'il y ait une production d'études qui est faite par des centres de recherche de la zone et qui sont au service du secteur privé et qu'on publie sur ce site pour que tout le monde ait accès à cette information. Donc, en ce qui concerne les études, en ce qui concerne les informations sur le site, en ce qui concerne les informations sur les événements du site, ça c'est déjà sur ce site qui est un site de la coalition, de la communauté. Ce n'est pas le site de SAIP, c'est le site de la communauté. L'autre question pour laquelle je n'ai pas de réponse, c'est la question que tu as dit, pardon? Oui, c'est une plateforme donc, l'autre sur lequel que je n'ai pas de réponse, c'est
la partie sur le concret, par exemple, de cette plateforme. Si je te dis que tu peux trouver les études, tu vas les trouver. Si je te dis que tu vas trouver les informations sur les activités, tu vas les trouver. Mais toi, tu poses la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas sur ce site, par exemple, les opportunités dans les différents pays. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de la visibilité pour les opportunités au Burkina pour que les Mauritaniens postulent, etc. Pourquoi? Parce que ce site-là, comme on l'a dit ce matin, c'est la décision de la communauté qui doit figurer sur ce site. C'est eux qui doivent décider qu'est-ce qu'on doit faire, c'est pas nous. Si c'était à moi de décider, peut-être que je ferais ce que toi tu as dit. Je mettrais du concret, je ferais de la publicité pour chacun des membres ici pour qu'ils vendent plus de produits, je mettrais les codes des investissements des différents pays, etc., etc. Mais ce n'est pas mon choix. Le choix qui a été retenu, c'est de faire un site, de s'assurer que toutes les informations sur les activités sont publiées, que les études sont publiées, que les informations contacts de quelques, pas tout le monde, de quelques structures sont publiées, par exemple les centres de recherche, pour que les gens puissent contacter ces centres de recherche, mais pas plus. Donc, est-ce que maintenant cette communauté est intéressée pour que ce site web prenne une autre forme et qu'il véhicule autre chose? Si la communauté le décide, c'est une question d'administration. Pas une question, c'est pas compliqué. D'accord? Bon, c'est vrai que certains d'entre vous sont arrivés la première fois maintenant, donc ils ne connaissent pas, mais je vous invite à voir le site et peut-être qu'on peut vous donner plus d'informations après. Merci. Moi, je m'appelle Moustapha Chekalo, je suis de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. J'aimerais intervenir. Oui, j'aimerais. Ok, d'accord. En fait, j'aimerais intervenir par rapport à cet aspect qui concerne la collaboration avec les unités de recherche scientifique. Et depuis le matin, quand vous parliez de crédibilité des informations en ce qui concerne les débats dans les dialogues publics-privés. Donc, j'aimerais insister que c'est un aspect très, très important du moment où très souvent les polémiques ou les débats, comme qu'on avait eu ce matin, entre telle proportion est exclue ou telle proportion n'est pas prise en compte ou telle... comment on appelle ça? C'est-à-dire que ce soit les femmes ou les jeunes ne sont pas pris en compte dans les discussions. C'est parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui donnent les valeurs de ces proportions. Et tant qu'on n'a pas ces données, on va toujours tirailler dans les débats. On ne sait pas qui a raison, qui n'a pas raison. Si aujourd'hui on connaît le pourcentage exact du secteur informel dans l'économie, il n'y aura pas de débat quand il s'agit de prendre en compte les considérations ou les préoccupations du secteur informel. Mais on va faire un débat là-dessus pour dire que le secteur informel n'est pas représenté, il est représenté. Et tout ça renvoie à l'intérêt de la collaboration avec les unités de recherche. Et là, quand il parle de collaboration avec les unités des unités de recherche, il ne s'agit pas à SAFE de faire des études pour nous, non. Plutôt, il faut que au niveau de chaque État et au niveau de chaque cadre de dialogue public-privé, qui est cette collaboration ou cette intégration des unités de recherche pour que à chaque fois que se posent ces questions, qu'on les consulte pour connaître quelle est réellement la réalité, quel est le problème par rapport à cela. Et dans ce sens, moi je pense que il est très bien d'avoir des centres, pas des centres, en tout cas des unités de recherche. Nous sommes en train de travailler là-dessus au Niger. On est en train de mettre en place un observatoire des entreprises qui est une forme d'unité de recherche dans la chambre de commerce. Et nous nous inspirons beaucoup de l'exemple du Sénégal. Je crois qu'il y a déjà un observatoire économique au sein de la chambre de commerce et qui va nous faire des études sur toutes les préoccupations, sur toutes les problématiques économiques, les questions économiques qui se soulèvent. Tant qu'aujourd'hui on a un problème avec le financement de la PME, c'est un sujet de recherche. Il va s'atteler là-dessus, il va nous dire quelle est vraiment la situation de ce problème et quand il s'agit de la participation de telle ou telle catégorie dans l'économie. Donc ça va nous permettre toujours d'avoir des données réelles sur lesquelles on peut débattre. Parce que aujourd'hui, toutes les décisions souvent qui se prennent pour résoudre certains problèmes se font sur la base de données qui ne sont pas vérifiées.
surtout par des unités de recherche. Et quand on dit unités de recherche, ça veut dire des études scientifiques. Donc vraiment, je pense que c'est un aspect très important qui n'est pas souvent pris en compte dans le cadre des dialogues public-privé. Et bon, je pense que c'est très bien de l'évoquer. Donc éviter le passionnel et essayer d'aller vers du scientifique. Merci bien, Haroun. Pour revenir à ce que monsieur a dit, quelqu'un a dit ce matin dans la salle que le mot informel n'était pas approprié. Bon, je ne sais pas comment on va appeler ce secteur-là, parce que vous savez, au Mali, en tout cas, je ne sais pas dans votre pays, mais c'est extrêmement difficile d'avoir un nombre au niveau du secteur informel. Parce que ce sont des entreprises qui n'ont pas d'adresse physique. Non, au fait, le problème que nous avons essayé nous-mêmes de faire un recensement, mais ces micro-entreprises se déplacent. Elles n'ont pas d'adresse physique. Aujourd'hui, on le retrouve. Elles sont là à Bako du Koroni. Demain, tu vas, elle a disparu. Elle ne laisse pas d'adresse. C'est là la différence entre donc, ce secteur informel qu'on arrive difficilement à retrouver quand elles se déplacent, que les entreprises formelles qui ont quand même des adresses physiques. Vous voyez, donc peut-être qu'il faut qu'on pense à travailler sur ça. Parce que tant qu'on n'a pas la réponse de ça, ça va être difficile de sortir un nombre vraiment qui reflète la réalité. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les entreprises informelles sont en grand nombre par rapport aux entreprises formelles. Parce qu'elles sont partout, on les voit partout. Même celui qui pousse sa pousse-pousse est une entreprise informelle. Parce qu'il gagne de l'argent quotidiennement. Donc, exactement. Donc, vous voyez, c'est un peu difficile, quoi. Salam alaikum wa rahmatullah. Je remercie d'abord Saïb sur l'opportunité. Et avant tout, je voudrais passer sur quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'information. Tout d'abord, c'est la manque d'information qui est le point essentiel que nous tous, on doit s'informer de ça. Tous, chacun de nous parle de chacun des secteurs informels qui est très important, qui est un secteur aussi prometteur dans chacun de nos pays. Mais le secteur informel, lui-même, il a des problèmes. Pour que tu puisses rentrer dans le secteur informel, il faut que tu fasses un registre de commerce, par exemple. Normalement, tout ça, ça doit au moins avoir la numérisation, l'information elle-même, pour qu'on puisse aller dans les ministères, par exemple le ministère du Commerce, pour qu'on puisse distinguer c'est quoi l'informel et c'est quoi le formel et de l'informel. Donc, c'est un débat qui existe depuis longtemps. Et nous tous, on sait c'est quoi le problème. Et on tourne toujours autour du même problème sans poser des recommandations claires dans ce genre de choses. Aussi, je voudrais parler de la crédibilité des choses, des recherches scientifiques et tout ça. Concernant je parle sur le contrat de M. Haroun, il y a assez de consultants, il y a assez de gens qui font des recherches. Mais nous, comme jeunes entrepreneurs, ou bien jeunes dans le secteur informel, ou bien jeunes dans l'État, ou jeunes dans n'importe quelle chambre de commerce, ou patronat, ou tout ça, on a le problème de l'information elle-même par ces consultants. Les consultants, ils font leurs constats, ils nous amènent ça, mais la ressource elle-même, d'où elle vient? Parce que si tu trouves la ressource de l'information, on trouve il y a des problématiques, on lit des pourcentages. Tu parles chez le consultant, il te dit, moi j'ai fait ma recherche, c'est là. Tu parles chez l'État, il te donne d'autres informations. Tu parles chez le patronat, il te donne d'autres informations. Et tu es là en train de jongler entre tous ces services sans trouver l'information qui est claire. C'est ça le problème qui se pose au niveau de nous. Il faut rentrer dans ces discussions pour qu'on puisse retrouver des solutions à ces genres de problèmes. Je vous remercie. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا على العروض القيمة اللي قدموا لنا الجماعة، وعندي بعض الملاحظات المتعلقة بالقطاع المصنف من جهة، وعند الغير مصنف يعني، والجانب الآخر المتعلق بالدراسات والله بالجانب الأكاديمي، والله الجانب البحثي اللي متعلق مثلا بدراسات حول القطاعات، والله حول التدخل للقطاعات. الجانب المتعلق بالقطاع الغير مصنف، هو عن القطاع غير مصنف لا بد ينعاد تنظيمه وفقا لمنهج معين، تعود جميع الجهات اللي تمارس نشاط غير مصنف
تعود مسجله عند الغرفه التجاريه لياك تسهل عمليه البحث وتسهل عمليه التنسيق وعمليه مواكبه ومعرفه. هي غير مصنفين يعدل لهم نظام عند الغرفه التجاريه يضمن تسجيلهم. فهمت؟ ما نعودوا لا كل حد ماشي اللي ذكرت الاخت اللي عنده عربه يجرها، هذا من حقه يعود عنده قانون يحميه ونظام يحميه، ومن حقه يعود يستفيد من تدخل معين من عند الى عاد مدعوم القطاع غير المصنف، يعود هو يستفاد من الدعم. يا غير هو ما عنده قاع عنوان ما عنده نظام داخل فيه، لابد يعود عنده نظام داخل فيه. تحددوا الغرفه التجاريه كيف ما حددت ذاك الاخر الشركات وذاك تحدد لهم نظامهم. هذا من جهه البحث العلمي. انا في تقديري عن فهم قناتين للبحث العلمي مثلا معقولات كلهم لا خالقه. واحده الباحثين مثلا وحدها الباحثين اللي مثلا خبراء مستقلين ويعدلوا هم مثلا الشق للرسم ويبحثوا عن مثلا يعدوا دراسه حول موضوع معين وفقا لحاجه شريك معين، سواء كان شريك الحكومه والله سواء كان الشريك مثلا غير حكومي كي مثلا مؤسسات اخرى. هذا وحدهم دراساتهم عند هالشيء يعتمدوا عليه وتقدموا لي لا يستفاد منه في مجال البحث. يا غير بالنسبه لكم انتم والله اللي عنكم يقد يعود اكثر اعتمادكم على المراكز البحثيه اللي موجوده في دول الساحل كامله، وتعودوا تعدلوا منها وحده بحث تعود تبحث في المواضيع اللي عندهم علاقه مباشره بالعمل اللي عندكم، وتنتج لكم فيه بحوث، وبناء على معطيات على نتائج البحوث تقدروا تصوروا برامج تقدروا تنفذوا عبر مساركم هذا المركز. وتشكركم. Donc je traduis rapidement, hein. Je m'excuse si je coupe une partie de ce qu'elle a dit, mais je vais donner l'essence. Elle a fait deux remarques. La première remarque par rapport au secteur informel, elle juge que même si c'est informel, il y a un minimum de traçabilité qu'il doit y avoir. Peut-être essayer d'organiser l'informel pour que le monsieur qui a une petite activité puisse être enregistré quelque part, au moins qu'il puisse bénéficier en cas d'appui, qu'il puisse être quelque part fiché. Elle parlait de la chambre de commerce ou d'autres structures. Ce n'est pas obligatoirement qu'il s'enregistre au niveau des impôts et tout ça, mais au moins qu'il ait une traçabilité qui permet, quand on a des programmes d'aide pour l'informel, qu'il soit enregistré quelque part. Et donc la chambre de commerce semble une piste intéressante. Et ça permettra après d'avoir une quantification de ces acteurs. L'autre point qu'elle a cité, c'est le point de la recherche. Je pense que c'est un peu pour répondre à la préoccupation de Ghailani. Elle a dit en fait la recherche, il y a deux créneaux. Il y a deux créneaux de recherche. Elle a été très polie parce que je pense que je suis en face. Mais elle a dit qu'il y a deux créneaux de recherche. Pardon. Un créneau de recherche qui est la recherche faite par des consultants ou des experts, qui est généralement motivé et qui n'a peut-être pas toute l'indépendance qu'il faut, mais qui produit, selon des méthodologies, des résultats qui peuvent être intéressants. Mais elle dit là où la recherche scientifique peut être intéressante, c'est la recherche scientifique faite par le monde de la recherche et de la recherche académique qui a une certaine neutralité et une certaine indépendance. Peut-être que dans le cas du projet de SAIB, avec la coalition, c'est ce genre de recherche qu'il faudrait faire. Trouver les différents centres au sein du G5 Sahel, essayer de les mettre en réseau pour créer quelque chose qui permettrait de faire de la recherche scientifique sur des filières ou sur des thématiques, mais avec une certaine indépendance par rapport à un client donné. Parce que l'autre est effectivement affecté. Je dis qu'elle est polie parce que je pense que lorsqu'elle a dit consultant-chercheur, elle m'a regardé. Elle a dû se dire, bon, est-ce que je ne suis pas en train de... Mais moi, je vous rassure, je ne suis pas chercheur. Vous n'allez jamais trouver une recherche sur laquelle il y a mon nom, parce qu'on m'a dit... Non, on m'a dit que d'abord, pour faire de la recherche, il faut un certain niveau. Et il faut... Non, sérieusement, il faut un certain niveau. Je suis en Mauritanie depuis 2006-2007. On m'a offert des milliers de fois la possibilité d'enseigner. Je ne peux pas enseigner parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un comme moi, qui a raté le coche du doctorat, va enseigner. Ça, c'est une dégradation de l'enseignement. Qui a raté le coche du doctorat. Ça veut dire que je ne suis pas docteur enseignant
parce que j'ai choisi une autre filière. Aujourd'hui, parce que je n'ai pas de boulot, j'enseigne. Ça, c'est la destruction massive des jeunes, des générations, tout simplement pour que moi j'ai un boulot. Donc l'enseignant, le chercheur, l'enseignant n'est pas toujours chercheur, mais le chercheur enseignant, c'est une qualité. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'homme d'affaires est l'homme d'affaires, le politicien est le politicien, le consultant est le consultant, le chercheur est le chercheur, chacun n'a qu'à garder ses moutons. Lorsque vous êtes consultant et que vous faites de la recherche, il y a un problème. Ça veut dire que l'argent n'est pas bon en tant que consultant, vous cherchez autre chose et ça, c'est pas bien. Ok, un dernier point. Bon, je tiens à préciser que aujourd'hui, la meilleure manière de migrer le secteur informel vers le formel ou bien de répertorier, c'est d'appliquer les statuts de l'entrepreneur. Ces statuts permettent aux petites entreprises de faire une déclaration seulement, au lieu de faire le registre de commerce, et ils sont exonérés des paiements des impôts. Donc cette déclaration va permettre d'enregistrer l'activité, de localiser l'entreprise et d'avoir le contact, quoi. Donc ça va permettre vraiment d'enregistrer toutes les entreprises du secteur informel. Très bien. Ok. Les bureaux d'études ne sont pas des centres de recherche. C'est ce qu'on est. Voilà. D'accord. D'accord. Non, non, je comprends. Mais il n'y a aucun souci. Les universités publiques, généralement, sont de très très bons centres de recherche. Ils ont des gens plus indépendants souvent que les autres. Mais moi, je voudrais juste dire que nous, dans notre approche à SAIP, ce qu'on a voulu faire, c'est de trouver des centres de recherche pour les mettre en contact avec le secteur privé. Nous ne sommes pas allés des universités. Au niveau du Niger, c'était l'université de Niamey. L'idée, c'est d'éviter... Alors, la Mauritanie, le CEROS, Mauritanie Perspective, il y avait CKTS, ça se sont... Oui, bon, je ne connais pas de public, je ne connais pas de public peut-être. Mais en tout cas, c'est des centres qui sont là, qui travaillent, qui produisent de l'information qui est importante. Et la porte n'est pas fermée, c'est pas on a choisi ça et personne ne peut plus venir. On les invite, il faut qu'ils viennent. Et il faut qu'ils viennent, s'ils viennent, ils sont les bienvenus à partir du moment où ils peuvent aider le secteur privé. Bon, maintenant on va passer à la dernière partie. Je vois que la salle elle diminue un peu. On est en train de... Mais à 4h45, je ferme la porte. On va distribuer des cadeaux, on va faire pas mal de choses. Ceux qui sont dehors, c'est foutu. Donc si vous avez des amis, il vaut mieux les appeler maintenant. Ok, Isaka, on t'invite au podium. Madame Touré, nous vous invitons au podium. À la barre, exactement. Et je vais demander à la collègue du Burkina Faso, qui est la seule du Burkina qui est là, ouvrir la porte, comme ça, oh, le Burkina ne vient plus. Ferme la porte. Oui, tu es la seule Burkina qui est là. Oui. C'est très bien, le rural c'est très bien. Oui, oui, tu peux. Je peux te prendre ça. Ah. Tu l'as mis à côté des riz, donc ça va aller. Ok, je te laisse. Voilà. On parlait de la représentation des femmes ce matin. Je pense que finalement, on va pouvoir avoir un panel un peu plus diversifié. Bon, je vais m'asseoir un peu, vous me faites courir depuis ce matin. Voilà, on est 3, donc... Non, pour clôturer aujourd'hui, on voulait un peu parler. On a parlé ce matin de la coopération, du rôle de la coopération. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont parlé un peu de la façon dont les donneurs approchent la coopération. On pourra en parler un peu après. Moi, j'arrive justement du milieu des donneurs. Mais maintenant qu'on a un peu établi le rôle de la coopération, ce que vous en attendez, il
il faut quand même qu'on puisse un peu discuter de comment structurer de façon générale un dialogue auprès des institutions publiques. C'est-à-dire que là, on vous a rassemblés tous ensemble, on écoute avec énormément d'attention vos recommandations et vos revendications, mais ce qu'on aimerait maintenant, c'est pouvoir comment ensemble, en tant qu'organisation et pays différents, et que nous, en tant qu'organisation non gouvernementale qui vient vous assister, comment on peut structurer un dialogue politique avec des instances comme le G5 Sahel, quel type de processus on attend de la part du G5 Sahel et de la part du secteur privé, et quel type d'organisation on attend. Et ceci dans le but en fait d'utiliser les revendications et les recommandations du secteur privé pour adresser toutes les causes de l'insécurité, qu'elles soient sécuritaires avec le terrorisme, l'extrémisme, comme on entend énormément parler quand on parle du Sahel, mais aussi des causes un peu plus, on va dire un peu plus organiques, qui sont l'insécurité financière, l'accès à la finance, l'insécurité alimentaire, le changement climatique, etc. Parce que finalement, on ne peut pas parler de développement international sans adresser, surtout au Sahel, sans adresser d'autres causes qui ne sont pas forcément celles dont les donneurs veulent parler tout le temps, qui sont l'insécurité. Donc, pour commencer, peut-être, je vais m'adresser à Madame Coulibaly. Bah oui. Selon vous, quels seraient les processus et les moyens qu'on doit employer pour établir un dialogue structuré? Merci bien. Bonsoir la salle. Je pense qu'il serait bon quand même de rafraîchir un peu les mémoires avant de répondre à la question. Ce matin, ça a été dit tout au long de la journée, les 4 premiers panélistes, je pense, je vais énumérer mais un peu dans le désordre. Il y a d'abord quelqu'un qui a parlé de promouvoir le rôle du secteur privé. Quelqu'un d'autre a dit qu'il était impossible d'atteindre les objectifs sans un dialogue avec le secteur privé. Il a été dit, dialogue avec le secteur privé est indispensable. Impossibilité d'atteindre des objectifs sans dialoguer avec le secteur privé, qui peut aider en matière de mise en œuvre des programmes. Il a été dit également que l'expertise du secteur privé était vraiment souhaitée. Et il a été dit également qu'il fallait de la crédibilité, qu'il fallait vraiment pouvoir porter des messages, il fallait une certaine représentativité et également assainir le climat des affaires. Ça, c'est entre autres que j'ai eu quelques points que j'ai eu à souligner. Donc, voyez-vous, si tout ça est réuni, donc il faut quand même reconnaître que le secteur privé est indispensable dans le dialogue public-privé. Ça, c'est indispensable. Il faut également noter que le secteur public et le secteur privé étant partenaires, un alignement de leur vision du développement économique est absolument nécessaire. D'où le rôle du dialogue privé-public en tant que processus de collaboration inclusive visant à réformer la gouvernance et le climat des affaires en vue de maximiser l'efficacité de politiques publiques. Le secteur privé, avec son expertise, je pense, trouvera toute sa place. À toute sa place, c'est pas que trouvera sa place, à sa place, avec le secteur public dans un cadre bien défini, dans un cadre bien structuré, pour pouvoir discuter des problèmes de tous les pans du secteur privé. Parce qu'il ne s'agit pas de dialoguer juste par rapport à une certaine activité, mais de pratiquement toutes les activités qui émanent du secteur privé, que ce soit alors là, le secteur formel, le secteur informel, les petites moyennes entreprises, tout doit être en package en face du secteur public, parce que ce sont eux, avec eux, qu'on pourra définir les réformes. Ce sont eux qui doivent porter, qui peuvent porter, donc, qui ont la légitimité de porter donc certaines revendications, d'où la nécessité de créer un cadre. Et je ne sais pas dans les autres pays si ces cadres-là existent, mais je sais qu'au Mali,
Au temps du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est décédé, paix à son âme, il y avait quand même le Conseil national du secteur privé en son sein. C'est-à-dire que c'était vraiment rattaché directement à la présidence de la République. Donc de tels cadres pourront être vraiment un lieu privilégié pour que le secteur privé et le secteur public puissent se rencontrer souvent d'une manière consensuelle pour discuter, avancer sur la problématique du secteur privé et de l'assainissement des affaires. Je vais peut-être m'arrêter à là en entendant le reste des questions. Merci beaucoup, merci pour cette intervention. Je pense qu'on n'a aucun doute sur la légitimité et l'importance du secteur en tant que tel pour entreprendre toute une série de réformes. Maintenant, moi, ce que j'aimerais pouvoir un peu discuter avec vous, c'est quand on parle de dialogue et quand on parle de crédibilité et de légitimité, on parle aussi en tout cas au niveau du G5 Sahel, de 5 pays différents, peut-être 4, mais ça... Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y a quand même toute une multiplication d'organisations, de chambres de commerce, d'organisations de la société civile, de représentants des organismes financiers, etc. Et comment vous envisagerez peut-être un genre de rationalisation de toutes ces plateformes de dialogue qui existent au niveau national, afin qu'on puisse avoir un dialogue unifié au niveau régional avec les instances régionales. Ça, c'est peut-être une question que j'aurais pour Dr Issakar et peut-être Madame Koulibaly et Madame Oubou si vous voulez répondre après. Merci. Merci beaucoup. En fait, c'est comme je disais ce matin, pour ce qui est du dialogue public-privé, si on voulait réellement être crédible, la première des choses à faire d'abord, c'est de faire l'inventaire ou bien c'est de faire un point par rapport déjà aux dispositifs qui existent dans les 5 pays. Et comme je l'ai souligné, il y a certains pays qui aujourd'hui sont déjà à la deuxième phase de mise en œuvre de ces cadres avec les modifications et les ajustements qui sont en train d'être faits. Par exemple, je prends l'exemple au Niger, ça fait pratiquement 1 mois. Au tout début, c'était une loi qui mettait en place le cadre, mais compte tenu de certaines lourdeurs pour faire fonctionner le cadre après pratiquement 5 ans, là, il y a eu une révision qui a permis de mettre le cadre sur un certain nombre de standards en termes de fonctionnement avec des groupes thématiques pour lesquels la mise à jour de la participation, que ce soit des jeunes entrepreneurs, par exemple, il y a les associations de jeunes entrepreneurs qui n'étaient pas membres qui maintenant intègrent. Il y a l'organisation pour les industriels, tous ceux qui sont les entreprises qui sont dans le domaine industriel qui participent. Donc, c'est de faire, la première des choses pour moi, à mon avis, ce qu'il faut faire, d'abord, c'est de faire le point par rapport aux différents dispositifs ou bien les différents cadres de dialogue public-privé qui existent dans les 5 pays membres de G5 Sahel. Sur la base de ça, moi, à mon sens, pour qu'on soit crédible, ce n'est pas d'autres personnes hors ces cadres nationaux qui vont venir constituer un autre cadre de dialogue. Pour moi, on crée les conditions à ce que ces 5 cadres qui existent dans nos pays puissent, maintenant, au niveau du G5 Sahel, le secrétariat exécutif puisse en faire trouver un élément de vis-à-vis. À un moment, il y avait eu la discussion, je m'en souvenais à l'époque quand on participait dans les réunions de l'UGC 5 Sahel, l'Union des chambres de commerce de G5 Sahel. Il a été prévu qu'au sein des organes de G5 Sahel, qu'il y ait un organe du genre comme commission commerce qui existe au sein de l'Union africaine ou bien au sein de la CEDEAO ou de certaines organisations qui est en réalité comme l'organe de G5 Sahel qui doit piloter les questions du développement. Je ne sais pas où en sommes-nous par rapport à cette discussion. Maintenant, le deuxième niveau, c'est de faire en sorte qu'au niveau de G5 Sahel, au niveau de l'organisation même de G5 Sahel, qu'on ait un vis-à-vis qui va s'occuper de cette question. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les cadres, les CNDP dans la majorité de nos pays, par exemple, prends chez moi, c'est le Premier ministre qui est le président du comité, du cadre du dialogue. Et tous les 4, le comité technique, il est présidé par le ministre du Commerce et pratiquement tous les autres groupes thématiques sont présidés soit par le président de la Chambre de commerce, soit par un représentant du patronat, soit par une association du secteur privé. Donc, ce qui fait en sorte que tant qu'on n'a pas un vis-à-vis fort,
il est très difficile, par exemple, aujourd'hui, de mettre en place un cadre de dialogue public-privé pour les 5 pays membres de G5, alors que dans nos pays, c'est soit le Premier ministre, soit la présidence qui assure la présidence de ces cadres. Donc aujourd'hui, du point de vue politique, il faut que le G5 Sahel puisse être le levier et celui qui doit impulser cela. Maintenant, du côté des partenaires comme SAEP, c'est vraiment d'avoir un facilitateur qui va permettre de faire ce qu'on appelle le travail technique d'accompagnement de G5 Sahel pour que cette solution puisse être implémentée. Maintenant, il va arriver de la mise en œuvre les questions maintenant opérationnelles, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en place un cadre, mais c'est surtout le résultat. Aujourd'hui, quand on regarde, je m'en souviens un peu la semaine, il y a de cela 2 semaines, dans le discours d'installation des comités techniques, où pratiquement on dit tout a été dit dans nos espaces. Aujourd'hui, on prend le Bénin, on prend le Burkina, le Mali. Le problème est tellement bien posé au point où aujourd'hui on se pose la question, est-ce que c'est même des diagnostics en diagnostic ou des études en études qu'il nous faut? Est-ce qu'il ne faille pas aller rapidement vers le concret? Maintenant, dans le cadre de ce qui va être arrêté, comme résultat qu'on attend de ce cadre, maintenant c'est là où maintenant on va voir la question maintenant de l'inclusivité. Par exemple, aujourd'hui, depuis ce matin, on parle de la participation des femmes, de la participation des jeunes, de la participation de l'informel, du secteur rural. Mais moi, tout ça n'a de pertinence que lorsque, d'abord, du point de vue opérationnel, qu'on arrête ce qu'on veut réellement. Est-ce qu'aujourd'hui, pour juste avoir une représentation, c'est ça qui est important, ou bien c'est le résultat qu'on aura atteint, ou bien qu'on a projeté qui est important? Par exemple, aujourd'hui, la participation du secteur rural dans le dialogue public-privé. Dans beaucoup pratiquement des facilitations qui ont été faites pour nos pays, il était montré que non, ce n'est pas pertinent de faire une représentation du genre sectoriel ou bien du genre femme-homme. Non. L'idée, c'est de voir de la configuration du dialogue qu'on voulait mettre en place, les thématiques qui vont être, le groupe thématique qui vont être mis en place. Si par exemple c'est un groupe thématique sécurité, le fait qu'on ait tous des hommes ou tous des femmes, dès lors que la réflexion vise à créer les conditions d'une sécurité optimale dans le Sahel, on va y arriver. La question des infrastructures, dès lors qu'on choisit que dans le volet développement, on doit assurer une mise en commun de nos infrastructures économiques et marchandes pour faciliter le business à nos entrepreneurs, qu'il y ait femmes ou pas, ça va aller. Et c'est la même chose par rapport à la question de création de l'entreprise, pour lequel aujourd'hui, si on s'engage dans ce genre de travail pour lequel, par exemple, un Nigérien peut venir en Mauritanie créer une entreprise sans qu'il ait difficulté par rapport à tout ce qu'on peut imaginer en termes de titres de séjour, ainsi de suite. Donc tout ça, ça dépend du contenu et de ce qu'on attend ou bien de ce qu'on voulait avoir à la fin de ce dialogue. Il ne faut pas qu'on s'aventure très tôt en définissant déjà comment il va être. On a eu à faire ces erreurs par le passé, mais aujourd'hui, la réalité dans le travail de reprise, de mise en place du nouveau cadre de dialogue public-privé, la pertinence, c'est vraiment d'avoir une représentation de qualité. C'est d'avoir des gens qui, dans le cadre de la vision du dialogue qui doit être amorcé, qui peuvent réfléchir et proposer des choses. L'idée, c'est de faire en sorte que le politique, le public ne décide plus seul pour le privé. Que ce soit les infrastructures qu'on voulait faire, que ce soit certains textes communautaires qu'on est en train de mettre en place, l'idée c'est de faire en sorte que le privé, mais le privé, le vrai privé. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du privé, même si aujourd'hui, du point de vue pratique, les gens amènent l'informel, mais aujourd'hui, quand vous regardez la définition qui a été acceptée du privé, celui qui est informel, qu'on pense que celui qui ne contribue, il contribue de manière informelle à la marche de l'économie, on pense que bon, s'il a son mot à dire, il n'a qu'à se formaliser et sortir du noir. Donc, et c'est un moyen d'amener les gens, si vous voulez être représenté, si vous voulez donner votre voix, vous devrez aussi être comme ceux-là qui ne se cachent pas et qui affirment être vraiment du secteur privé. Donc moi, voilà, je pense du point de vue réflexion pour qu'on ait un cadre de dialogue, mais qui doit être plus un cadre fonctionnel qu'un cadre pour lequel on va le mettre en place. On va peut-être s'entourer de tous les garde-fous pour que pratiquement toutes les questions puissent être de la définition des thématiques qu'on puisse prendre en charge
toutes les thématiques qui impactent positivement, que ce soit la vie des jeunes, des femmes, ainsi de suite. Mais au niveau de la composition, moi je pense que ça c'est le modèle ou les résultats qu'on souhaiterait avoir. C'est ça qui va déterminer de qui et qui doit participer et quels sont les groupes thématiques qu'on doit avoir et comment ce cadre-là va être conduit. Est-ce que c'est le G5 Sahel qui doit avoir pratiquement le lead maintenant en face de nos premiers ministres qui pratiquement dans 4 pays sur les 5 que je connais à l'exception de Mauritanie, le Mali même, ils sont avec le DG de l'agence de la promotion des investissements, ils sont dans le même processus de révision. Tout va ramener au niveau de la primature. Donc du coup, aujourd'hui en face d'un premier ministre, est-ce que de l'autre côté, au niveau régional, quel est celui qu'on doit mettre qui doit prendre la coordination du dialogue au sein de l'espace G5 Sahel. Donc il y a toutes ces questions que je pense que c'est le facilitateur et ça c'est vraiment surtout ce travail que je pense que les partenaires du G5 Sahel dont SAIP doit peut-être faciliter cela pour qu'il y ait une proposition de qualité. Merci. Ok, merci. Ah oui, moi je suis Sissoko Aïcha Bitou, je suis de l'ONG Paralaïri, mais nous sommes dans la plateforme des femmes du G5 Sahel au nom des femmes du monde rural. Ma collègue et moi, nous sommes de 2 fêtières différentes pour accompagner les femmes du G5 Sahel, voilà, au niveau du Burkina Faso. Donc, moi, c'est notre première fois de participer au projet, donc on est en train de comprendre le projet. Mais ce que moi je vais relever ici, c'est prendre en compte les sociétés coopératives. Nous travaillons avec les sociétés coopératives. On est tous censés savoir que au niveau régional, la loi WADA fait un effort pour que au niveau de la base des sociétés coopératives émergent pour lutter contre la pauvreté. Et nous nous inscrivons dans ce sens. Nous organisons les femmes du monde rural, on les aide à créer des sociétés coopératives, on les appuie dans l'agroécologie, la transformation et même la production agricole. Donc vraiment, comment ce secteur peut être pris en compte, le secteur primaire peut être pris en compte dans le volet privé à un certain niveau, s'impliquer réellement pour que ces préoccupations puissent être prises en compte. Bon, je ne comprends pas bien le projet, mais voilà notre préoccupation et nous sommes là pour voir comment on peut développer des stratégies dans ce volet pour nous faire entendre. Voilà. Merci. Donc, votre nom, s'il vous plaît. Votre nom. Pour revenir à ce que M. Adi a dit, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, sauf que les organisations, des organisations des privés, en tout cas chez nous, la Chambre de commerce, le patronat, qui regroupe en son sein, je pense, à peu près 32 groupements professionnels. Oui. Et le REAO, que vous connaissez bien, avait essayé de mettre un cadre en place. Chemin faisant, ils se sont dit, nous allons essayer d'approcher certains ministères transversaux pour compléter le schéma. Bon, on s'est rendu compte qu'au bout de quelques réunions, le secteur public n'assistait pas aux réunions. Donc, il était difficile d'être dans un cadre qui n'était animé que par le secteur privé, parce qu'on a besoin du public pour faire un partenariat. Je pense même que c'est cette idée qui a fait qu'il y a eu la création, dont je parlais tout de suite, du Conseil présidentiel pour l'investissement et qui était au niveau de la présidence de la République. Voilà, il est toujours opportun
est toujours d'actualité que ce cadre-là soit mis en place. Et je pense également, pour donner plus de crédibilité à la chose, que c'est bien bon que nous ayons cet ancrage-là au niveau de la primature ou bien de la présidence. Ensuite, au niveau régional, essayer d'avoir un secrétariat permanent. Parce que le réseau des femmes opératrices économiques, nous sommes dans 8 pays de l'UEMOA. Moi, je suis au Mali, mais le secrétariat permanent reste à l'UEMOA. Au fait. Donc, oui. Donc, c'est l'UEMOA qui est le chapeau, mais c'est nous, à la base, donc les 8 pays, qui donnons nos directives, qui faisons nos plans d'action, mais le secrétariat est centralisé. Il faut qu'il y ait quelque part où tout est centralisé. Parce que chaque pays dans son coin ne peut pas faire, il faut centraliser. Donc moi je pense que ce cadre-là, ce schéma est le plus approprié. Avoir des organisations fortes au niveau des pays qui vont prendre en compte toutes les sensibilités du secteur privé, la représentativité du secteur privé, les femmes rurales, les femmes commerçantes, les femmes, les gens dans l'informel, les structurés, les non structurés. Si nous avons cette belle base-là va donc en synergie être avec les autres pays et avoir le secrétariat maintenant permanent au niveau de SAIP ou au niveau en tout cas de certains pays d'une autre organisation. Je pense que c'est le schéma le meilleur à pouvoir mettre en place. C'est mon point de vue. Merci pour tous ces points. Moi, j'avais une question parce qu'on parle énormément d'inclusivité du secteur privé, d'inclusion des femmes, du milieu rural, des jeunes, etc. Mais ce que j'aimerais un peu qu'on discute maintenant, c'est comment vous assurez la visibilité auprès de ces secteurs qui sont les moins desservis. On parle beaucoup d'organisations qui sont situées dans les capitales. On a énormément mais on voit énormément de gens et d'entrepreneurs qui finalement sont en dehors des grands réseaux dont vous faites partie. Et j'aimerais bien moi un peu voir comment on peut assurer la visibilité de votre action, la visibilité de l'action qui est faite à l'échelle nationale et régionale, et l'intégration finalement de ces voix au sein des instances régionales. En tant qu'entrepreneur, au-delà d'organisations de groupes d'intérêt, que ce soit comme vous du réseau des femmes ou comme vous de l'organisation des investissements. Si vous avez quelque chose, merci. Oui, par rapport, je vais donner juste un exemple sur quoi on est actuellement par rapport à la question. Par rapport à la question de la visibilité. En réalité, c'est comme je disais au début. Si on voulait être crédible, il faut qu'on fasse par approche, par itération. Il faut de la base jusqu'en haut. Par exemple, là, actuellement, pour assurer la participation effective, pour que même ceux qui sont peut-être au niveau de la capitale ne puissent pas uniquement présenter leurs besoins à eux, il y a ce qu'on appelle, chez nous, ce qu'on appelle les comités de dialogue communaux et régionaux. Pour lequel, par exemple, pour les communes, il y a des cadres de dialogue au niveau des communes où c'est le maire qui assure la présidence et pratiquement les associations représentées en termes de secteur privé participent. Et au niveau région, c'est le gouverneur de la région qui assure la présidence et le secrétariat est assuré par la direction régionale de la Chambre de commerce et maintenant toutes les organisations du secteur privé qui sont représentées ainsi que les directions déconcentrées de l'administration sont aussi représentées au sein du comité. Et le secrétariat permanent, c'est lui qui assure de l'effectivité en amont d'abord, avant qu'il ait le dialogue national qui est une fois par an. Au niveau des communes, ça doit se tenir d'abord. Les conclusions de communes doivent être remontées au niveau du dialogue au niveau de la région. Et c'est les régions maintenant qui participent au dialogue national avec pratiquement les préoccupations des communes. Donc c'est comme ça et maintenant il y a un canal de communication, que ce soit au niveau des communes, au niveau de la région, qui assure la communication par rapport à tout ce qui doit être porté ou bien tout ce qui doit être fait comme activité. Et je pense qu'aujourd'hui au sein du G5 Sahel, c'est pourquoi l'idée d'avoir une implémentation d'abord pays avant le nouveau G5
me paraît un peu plus cohérent et ça permettra à ce que c'est le cadre que chaque pays va mettre en place, ou bien pour ceux qui en ont déjà, c'est eux qui vont venir au niveau du dialogue régional avec des propositions, et sur la base de ça, maintenant, chaque pays va venir avec les problèmes du secteur privé, et dans le cadre de la planification des actions du développement dans le cadre du G5 Sahel, maintenant le secrétariat exécutif aura la matière qu'il faut pour alimenter pratiquement les différents projets et programmes pour qu'on ait une cohérence par rapport à l'intervention. Pour gagner du temps, je suis d'avis avec ce qu'il a dit. Effectivement, en général, même chez nous, c'est de la base au sommet. Donc, dans tous les cas, il faut se dire, tout le monde ne peut pas être entendu. Il y a des femmes qui ne veulent pas approcher les associations. On a beau les démarcher, il y a des femmes mais elles sont en minorité, mais on ne peut pas prendre tout le monde, même si on veut prendre tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas adhérer à ça. Mais cependant, la quasi-totalité des femmes se regroupent. Par exemple, dans les zones rurales, nous avons une très forte organisation qui s'appelle la FENAFER, qui est l'organisation des... j'ai oublié le nom, qui représente toutes les agricultrices du Mali, toutes celles qui font la pêche, le poisson fumé, l'élevage des petits ruminants, qui se sont regroupées dans une association extrêmement forte. Elle est vraiment, vraiment très, très, très écoutée, cette organisation, qui fait partie donc du réseau des femmes opératrices économiques. Donc vous voyez, cette association a pour vocation, comme les autres, d'aller à la base, de prendre les préoccupations à la base, celles qui ne peuvent pas monter. Donc ce sont ces préoccupations qui sont remontées, comme l'a dit M. Hadi, pour venir au plan organisation et que nous répercutons au plan national. Donc il y a une certaine visibilité qui est là, hein, quoi qu'on puisse dire. Il y a une certaine visibilité qui est là. Très bien. Bon, merci beaucoup. Je pense que la journée, c'est bon. Non, parce qu'on commence aussi, je sens que le cerveau commence à être un peu plus lent. C'est bon, tu peux venir. Donc, je pense qu'il y a des idées qui sont intéressantes pour demain. Le modèle qu'on veut aborder, l'idée du secrétariat, l'idée de représentants par pays, l'idée du graduel par pays remonté à plus haut. Et puis, il y a une idée qui est très intéressante. Moi, je trouve que cette idée-là, on ne l'avait jamais creusée. C'est l'idée d'harmoniser les cadres de concertation dans les différents pays. Il y a des pays où ça dépend de la primature. Il y a des pays où ça dépend du planton du ministère. Il y a des pays où ça dépend de la présidence, apparemment. Donc, peut-être le plus important serait de voir comment on harmonise pour que ce soit toujours la primature. Parce que ça permet, en fait, d'élever le niveau. Et ça permet, en fait, d'aller vers le Conseil des ministres du G5 Sahel avec un peu plus de force. Donc, je pense que c'est une piste intéressante à creuser demain lors des discussions du modèle. Alors, pour vous donner une petite idée sur demain, nous allons avoir, Inch'Allah Ta'ala, le matin, nous allons avoir donc quelques collègues, en tout cas, personnalités qui vont venir nous parler un petit peu. Après, nous allons avoir l'opportunité de voir un travail qui a été fait par l'Institut Timbuktu sur la participation des femmes. Un travail aussi que cet institut de recherche, j'insiste sur le terme de recherche, parce que là, ils ont leur sens en tant qu'institut de recherche. Ils vont nous présenter ce travail que moi-même, je n'ai pas encore vu, donc ce sera intéressant de le voir. Mais le plus important pour nous demain, c'est qu'avec toute cette information-là, on voudrait séparer les groupes et commencer à discuter sur le modèle. C'est-à-dire, si aujourd'hui le G5 Sahel nous dit on est d'accord, mettons en place une plateforme de dialogue public-privé avec le secteur privé, comment elle doit fonctionner pour qu'elle prenne en considération la base, pour qu'elle soit dynamique et pour qu'elle puisse construire en fait un système durable. Parce que SAIP est là pendant 1 an, peut-être 1 an et demi, sur ce projet-là. Mais après, qu'est-ce qui sera fait pour que ça continue?
les collègues tout à l'heure ont parlé du centre de recherche. Comment on fait pour que les centres de recherche continuent à travailler avec les acteurs du secteur privé? Comment on fait pour que le secteur privé continue à demander le travail des centres de recherche? Comment on fait pour que, comme Mme Touré l'a dit tout à l'heure, que ce soit animé avec les acteurs du secteur public? Qu'après, on ne finit pas par se retrouver entre nous, alors qu'on n'a pas la capacité de décider. Ceux qui devaient venir avec nous ne sont plus là. Les ministères sont absents. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on va réfléchir. Et je pense que demain, on espère qu'on va sortir, Inch'Allah, avec quelques recommandations. Et nous, on n'a pas peur. Hein. À Saïb, on n'a pas peur que ce qu'on dépose, même si c'est petit, ça ne nous dérange pas. Ce qui nous dérangerait, c'est de ne rien déposer. Donc si on n'a qu'une petite recommandation à poser sur la table, on est bon. Hein. On n'est pas dans la logique d'avoir la transformation du G5 Sahel demain. Mais si ce qu'on fait, c'est une petite brique ou un peu de sable pour faire la brique, il n'y a pas de problème. Nous, on prend. OK? Très bien. Alors, je vais demander à mes collègues mauritaniens de nous excuser un petit peu. C'est vrai qu'on va faire quelque chose qui ne se fait pas, mais c'est en votre nom qu'on le fait. Les collègues, mes collègues mauritaniennes qui sont là ont décidé que par principe d'hospitalité mauritanienne, ils voudraient offrir des petits cadeaux à l'ensemble des participants qui viennent d'autres pays. Comme eux, ils le font chez eux, nous aussi, on le fait chez nous. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait de nous tous des Sahéliens. C'est ça qui fait de nous des Sahéliens. Donc, pour ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, on ne vous demande pas votre avis. Pour les autres, on vous demande de nous excuser un peu et on va le faire. Asseyez-vous dans la salle. On va demander aux filles de venir. C'est un petit geste, mais c'est de l'hospitalité mauritanienne. Aïtel Khadouche, on démarre. On va les appeler. On commence par toi, madame. Voilà, on va commencer par toi. Oui. Hein? Toi, tu te situes de ce côté de la frontière. Tu te situes de ce côté de la frontière. Lars Benson, madame Francesca, Hannah, please come on up. This is something that you don't know about. Hannah, Francesca, you are not, this is something you don't know about. It's not in the plan, it's not in the program. You just have to follow the lead here. I know you're the boss, but sometimes coup d'etat happen, especially in this part of the world. Have a seat. You can sit there. Yes, non, c'est bon, parce que Héloïse, elle va venir avec moi. Ok. قلت لك انت عندك كادوات هما هذو. بسم الله انا بدو بيهم هما هذو. عليه. بسم الله. حركوا شوي حركوا شوي. لا يصمك حد. She says make sure that on the gift you don't leave anybody behind. We are leaving the Mauritanians behind for sure. On y va? خدوا جطي انت لا تبقي. يلا on y va. هذا من؟ اوكي صيدات هي في فرانشيسكا عند الشيخ خاص ما. ها؟ هذه. اوكي. فرانشيسكا this is yours. قرش انه لي هي. اوكي. Ok, attendez pour les collègues qui sont là. Les deux, Niger, Tchad. Ah oui, évidemment. Ils sont toujours ensemble. Niger. Ouais. Mon problème, il n'est pas là. Niger, hein? Voilà, les deux. Voilà. Allez-y. Je sais que pour les Mauritaniens, c'est douloureux. Hein? Vous voyez les cadeaux qui passent à gauche, à droite. Hein? Mais c'est pas grave. Voilà. Ah, pardon. I said the Mauritanians are feeling very sad. The gifts are going left and right, nothing to them. But we're doing it on their behalf, so it's okay. Allez, حركوا شوي. Non, il n'est pas oublié. Lui, il est à part.
Lui avec Louis, ils sont à part. Ça, c'est les Africains du coin. En fait, ils ont leurs cadeaux, mais c'est des cadeaux un peu plus spéciaux. Ok. Alors, ceux qui ont eu leur cadeau, levez-vous. Comme ça, on va voir, on va s'assurer que tout le monde a eu leur cadeau. Please stand up if you had your gift. If you haven't, keep seated. سيدي عالي بس لنا دراع حق الله زرق عليك. هي دراع عمال. زرق عليك. والله فهم حولي عندي عنه. اوكي. اوكي. Tomorrow we take a family photo. We'll ask them if they can wear their stuff. For the family photo, we'll see. Maybe some will do. It will be at the end of the day. So, ok, on va voir. Demain, chers amis, demain, ceux qui sont courageux, les Tchadiens, ceux qui sont courageux, demain, à la fin de la journée, pas le matin, à la fin de la journée, si vous faites la pause déjeuner, si vous pouvez revenir avec votre habit, l'habit que vous avez là-bas, si vous êtes courageux, vous le mettez et vous venez. On va faire la photo de famille et j'aimerais que cette photo de famille, on voit ceux qui sont habillés en habit local et ceux qui sont habillés dans leur habit traditionnel de chez eux là-bas, ça veut dire qu'ils ne sont pas courageux. Ok? Les guerriers. Après le déjeuner. Avant le déjeuner, venez comme ça s'il vous plaît. Ok, bonne soirée, merci beaucoup. Reposez-vous et à demain, Inch'Allah. Bonne soirée.